protection des sols, en réalité, est établie maintenant de manière considérable dans le Code de l'urbanisme. Depuis une quinzaine d'années, des lois se sont succédées pour montrer qu'il était important de travailler sur cette protection. Depuis la loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, jusqu'à des lois plus récentes comme la loi Allure, la loi Grenelle II, ce sont des lois bien connues du public qui est présent dans l'auditoire. Et puis, plus surprenante, par exemple, la loi Macron d'août 2015, elle-même porte sur la question de l'utilisation des sols en milieu rural. C'est donc quasiment un marronnier, si j'ose dire, ou un serpent de mer de la législation sur l'urbanisme. Pourtant, on observe que la protection du sol intègre beaucoup plus la protection de la surface, c'est-à-dire de l'espace, que du sol lui-même, c'est-à-dire de la composition du sol, au titre pédologique. Et c'est précisément ce qui, me semble-t-il, est un des défauts de la législation. On protège de l'espace contre le développement urbain. On va donc faire en sorte que ce développement soit réfréné, soit limité, mais on ne considère pas le sol à raison de ses qualités, c'est-à-dire des services qu'il est susceptible de rendre autrement qu'à travers les services anthropiques, c'est-à-dire les services qu'il est susceptible de rendre à l'homme dans ses besoins de consommation d'espace. Et de ce point de vue-ci, l'article L110 du Code de l'urbanisme, qui est la première disposition du Code de l'urbanisme, fait valoir que le territoire est le patrimoine commun de la nation, que toutes les collectivités doivent gérer de manière harmonieuse ce territoire et que la modération de la consommation du sol est donc un objectif général qui sous-tend le Code. Mais au-delà de cette incantation, qui entre donc dans le cadre du Code de l'urbanisme par la première de ces dispositions, on s'aperçoit très vite qu'on va confondre protection du sol dans sa nature, sa qualité, dans une sorte de vision en 3 dimensions, et protection de l'espace, c'est-à-dire de la surface du sol, pour les besoins donc de l'urbanisation et donc de la répartition des droits à bâtir. Or, précisément, l'initiative de la SAFER qui consiste à travailler sur la qualité des sols, me semble-t-il, est tout à fait vertueuse puisqu'elle participe à une meilleure connaissance du sol pour lui-même et non pas seulement à une connaissance de la consommation de l'espace, qui est une obligation d'ailleurs aujourd'hui pour nombre de documents, schémas de cohérence territoriale ou plans locaux d'urbanisme. D'abord parce que la législation en France, à 80%, est tenue par l'impulsion européenne ou communautaire. Or, il existe une directive cadre sur l'eau et une directive de protection de la qualité de l'air. Or, il y a depuis de nombreuses années, dans le cadre d'un processus d'adoption, une directive de protection des sols. Elle a été votée par le Parlement européen, mais elle n'est pas arrivée au terme de son cheminement procédural. Elle n'est donc pas encore opposable, cette directive. Alors, elle n'est pas opposable parce que les commentateurs l'avouent très facilement, parce que les lobbyings sur la question de la consommation des sols sont nombreux et que c'est beaucoup plus difficile de protéger le sol, semble-t-il, que de protéger l'eau et l'air. Pourtant, ces espaces, que sont donc les espaces terrestres, évidemment, sont en percolation permanente. L'air et le carbone est donc stocké dans le sol, et puis évidemment l'eau donc est stockée dans le sol, et la qualité du sol dépend de l'eau, et la qualité de l'eau dépend du sol de la même manière. On est donc dans une situation un peu schizophrénique, qui consiste à ne pas protéger le sol de manière suffisante, et donc on se trouve face, par exemple, dans le cadre de l'élaboration de documents de planification, à l'obligation de prendre en considération et d'être compatible avec les orientations des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, des SDAGE, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, mais il n'existe pas en France de schéma d'aménagement de gestion des sols, ce qui montre que les documents de planification peuvent être élaborés avec finalement une logique de protection des sols qui est bien moindre quant à la nature même du sol. Trop souvent en France, la question de l'urbanisation est sous-tendue par malheureusement la proximité des réseaux, ce qui est une logique économique, une logique technique. C'est-à-dire qu'on va consommer un espace parce qu'il est directement au plus proche d'espaces qui sont eux-mêmes urbanisés et à raison des voies, des réseaux qui s'y trouvent déployés, qui vont de ce point de vue-ci permettre à moindre frais, à moindre coût et plus facilement techniquement donc d'établir donc ces besoins d'urbanisation sur des parcelles directement proches, sans qu'on s'interroge sur la nature et la qualité de ces sols. Je dirais que la prise en compte du sol dans la réglementation, elle est déjà effective, en ce sens qu'il y a déjà plusieurs qualités du sol qui sont prises en compte dans la législation et la réglementation. D'abord, première prise en compte, la prise en compte des risques.
elle est établie, elle existe. On sait que des sols sont meubles, qu'ils bougent, que certains sont creux, que des gonflements d'argile, que des glissements de terrain, que la sismicité sont autant de risques pour l'urbanisation. Et donc, dans l'établissement de projets urbains, il est donc indispensable de connaître la nature du sol, mais cette nature à travers la dangerosité qu'elle est susceptible de receler. Je ne parle même pas des questions relatives à la submersion des sols, à proximité donc notamment de zones maritimes. La deuxième prise en compte, c'est la prise en compte du sol comme ressource, c'est-à-dire quantitativement, ce sol est-il aujourd'hui une ressource déjà très utilisée dans le territoire qui est planifié, et la loi maintenant impose des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace pour les besoins de l'urbanisation. Et puis la troisième prise en compte, et celle-là me semble-t-il est défaillante aujourd'hui, c'est la prise en compte du sol dans sa richesse, dans sa nature. Autrement dit, un sol est-il susceptible d'être beaucoup plus fertile et donc d'être particulièrement utile à la consommation agricole, ou au contraire, s'agit-il d'un sol qui, à raison de ses potentiels, pourrait être plus habilement considéré comme étant un sol de lieu de développement urbain ou lieu de stockage de carbone ou susceptible d'offrir d'autres intérêts. Il faut donc considérer le sol pour ce qu'il est, pour ensuite peut-être l'utiliser de manière plus adroite. Or, cette étude, j'allais dire morphologique, cette étude géologique du sol est encore défaillante. Les diagnostics qui sont demandés aux documents d'urbanisme ne sont pas encore suffisamment développés en la matière. Donc, vous voyez, prise en compte des risques, oui, elle est établie. Prise en compte de la ressource en termes de consommation, on fait du chemin, mais la prise en compte du sol pour lui-même, me semble-t-il, à travers ces dimensions comme celle de Vigisol, va, me semble-t-il, être amenée à progresser, mais est encore aujourd'hui assez embryonnaire. Alors, dernier point, donc il m'est demandé de terminer par une forme de questionnement, puisqu'il faut une forme d'évolution des mentalités sur la prise en compte de ce sol. Moi, je pose deux questions. La première, c'est est-ce que le droit ne doit pas évoluer ? On est déjà face à un code de l'urbanisme qui est extrêmement épais, dont la reliure est quasiment prête de céder. Plus de droits, chacun d'entre nous est capable de dire que ce n'est pas envisageable. Moins de droits, ce n'est pas forcément la déréglementation qui sera la solution, mais j'allais dire mieux de droits, c'est-à-dire un droit plus adapté, plus réfléchi, peut-être priorisant quelques ordres de marche ou quelques ressources essentielles, et le sol, à travers sa nature, me semble-t-il, serait une bonne solution. Et puis peut-être une question qui va paraître à l'auditoire plus provocatrice, et par laquelle je vais terminer, qui consiste à dire, mais finalement, les leviers de l'urbanisme ont été extrêmement décentralisés. Ils ont été rapprochés au plus proche du sol. Ce sont les maires qui aujourd'hui exercent ces leviers. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'est pas forcément la meilleure connaissance du sol qui est assurée par ces usages donc, de ces leviers urbains auprès donc, des collectivités territoriales. Donc, le fait d'éloigner les leviers de l'urbanisme, notamment la décision, dans le cadre de la décision des permis de construire, dans la planification, et de remonter ces compétences à l'échelle des intercommunalités pourraient peut-être mobiliser plus d'ingénierie et pourraient peut-être permettre de mieux protéger les sols. Je pense qu'il y aura peut-être des élus dans la salle qui auront l'occasion de réagir à ce que je viens de faire valoir.